On a souvent cette image, la relation qui se termine dans un grand fracas. Mais la réalité, c'est que bien souvent, ça s'éteint tout doucement. Vraiment, comme une batterie qui se vide, petit à petit. Alors, et si pour comprendre ce phénomène, on laissait de côté le cœur? Juste un instant, pour analyser l'amour comme un système énergétique. C'est le décryptage qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors ça nous amène à une question qui est assez paradoxale quand on y pense. Comment est-ce que le fait de tout donner dans une relation peut, au final, être précisément ce qui la détruit? C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Eh bien, pour y voir plus clair, il faut imaginer l'amour comme un moteur. Et ce moteur, il ne tourne pas avec un seul type de carburant. Voilà, on passe donc à notre première partie, les moteurs de l'amour. En fait, il n'y a pas un seul carburant, mais bien trois. Trois énergies distinctes qui font avancer la machine relationnelle. On va les appeler par leur nom, Eros, Philia et Agapé. Alors, commençons par le premier, Eros. Ah, Eros, c'est le carburant des débuts, l'étincelle qui met le feu aux poudres. C'est l'énergie brute du désir, de la conquête. Ce qui est crucial de comprendre avec Eros, c'est qu'il se nourrit de tensions, de mystères, d'un certain déséquilibre. Et c'est justement pour ça que les personnalités narcissiques en raffolent. Ça leur donne cette dose d'admiration et d'idéalisation qui est vitale pour elles. Ensuite, on a la Philia. Si Eros, c'était le décollage de la fusée, eh bien la Philia, c'est le vol de croisière, bien stable. C'est l'énergie de l'amitié, du partage, des projets qu'on construit à deux, brique par brique. C'est vraiment le moteur qui stabilise la relation pour durer. Et enfin, le troisième carburant, l'Agapé. Ça, c'est l'énergie du don, en principe inconditionnel. Mais attention, c'est une pièce à double face. Il y a l'Agapé mature, qui est un choix conscient, solide, de maintenir le lien quoi qu'il arrive. Et puis il y a sa version sombre. Et c'est là que notre histoire va vraiment basculer. C'est l'Agapé sacrifice. Et ça, ce n'est plus de l'amour, c'est une stratégie de survie. Bon, récapitulons rapidement. On a donc Eros, l'énergie de l'attention. Philia, celle de la réciprocité. Et Agapé, l'énergie du don. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment ces énergies ne sont pas figées. Comment elles peuvent se substituer les unes aux autres, surtout quand la relation entre en crise. Et pour bien voir ça en action, rien de tel qu'un cas concret. On entre donc dans la deuxième partie, une rencontre asymétrique. Voilà notre cas d'étude. On va prendre deux personnes qu'on appellera simplement le sujet A et le sujet B. Dès le début, il y a un truc qui cloche. Leur relation est complètement déséquilibrée. Pourtant, au premier abord, leur personnalité s'emboîte parfaitement, vraiment comme deux pièces d'un puzzle, mais un puzzle toxique. D'un côté, on a le sujet A, un profil narcissique. Ce qu'il cherche, c'est un miroir, quelqu'un qui le valide, qui soit son plus grand fan. De l'autre côté, le sujet B. Lui ou elle a intégré une idée terrible. Pour être aimé, il faut endurer, il faut se sacrifier. On voit le tableau? L'un a un besoin viscéral d'être adoré et l'autre est programmé pour tout donner. L'attirance est forcément immédiate, mais le déséquilibre, lui, est total. Ce qui nous mène à la troisième phase, l'illusion de la passion. Au début, évidemment, tout a l'air parfait. Ce déséquilibre fondamental qui est au cœur de leur relation, non seulement il n'est pas vu comme un problème, mais pire encore, il est confondu avec une passion dévorante, presque romanesque. Mais en coulisses, que se passe-t-il vraiment? Eh bien, le sujet B investit tout, et de manière authentique. Son désir, donc l'éros, et son engagement, la philia. Le sujet A, lui, est un maître illusionniste. Il fait semblant de partager, de construire, mais en réalité, il ne fait que se nourrir de l'admiration de B. C'est un pur échange à sens unique. Et le plus fou dans tout ça, c'est que de l'extérieur, et même pour le sujet B, cette relation a l'air idéale, pleine d'énergie, pleine de vie. Ce déséquilibre, cette asymétrie, est complètement invisible. Ou pire, elle est romancée, vue comme la preuve d'un amour exceptionnel, d'une passion hors norme. On arrive à la quatrième partie, la bascule vers l'agapé. Parce que oui, un moteur qui ne tourne qu'avec l'énergie d'une seule personne, il finit toujours par s'épuiser, c'est une loi physique. La passion des débuts, l'éros, s'estompe. Et c'est là, précisément, que la relation arrive à un point de bascule critique. Il faut trouver un nouveau carburant, sinon c'est la récompense. Regardons ça de plus près. Dans cette première phase, l'investissement du sujet B est colossal. On le voit bien sur le graphique, les barres Eros et Philia sont au maximum. C'est vraiment son énergie qui fait tourner toute la boutique. Mais voilà, l'éros s'essouffle. Et là, c'est la panique pour le sujet B. Il sent que le système est sur le point de lâcher, alors il opère un changement de stratégie radical pour tenter de sauver la relation. Il abandonne complètement l'éros, le désir, et la philia, l'attente de réciprocité, il passe en mode survie. Et ce mode survie, c'est le don total, l'agapé sacrificiel. Et regardez la transformation, c'est spectaculaire sur ce deuxième graphique. Les niveaux d'éros et de philia, ils s'effondrent, et à la place, une nouvelle barre explose littéralement, celle de l'agapé sacrificiel. Le sujet B n'est plus dans une logique de plaire ou de construire.
Non, il est dans une logique de survie, de tenir à tout prix, en se donnant corps et âme. Mais il faut être très clair là-dessus. Ce n'est absolument pas de l'agapé mature, ce grand amour altruiste. Non. Ce qu'on voit ici, c'est une forme sacrificielle, un pur mécanisme de défense. Le sujet B met en quelque sorte ses propres besoins sous anesthésie générale. Il éteint son propre désir dans une tentative désespérée de maintenir le lien. Et c'est là que tout s'effondre. On arrive à la 5e partie, on pourrait penser que ce sacrifice ultime, ce don total, allait sauver la relation, non? Eh bien, c'est tout l'inverse qui se produit, c'est pile à ce moment-là que le sujet A décide de partir. La grande question, c'est pourquoi? Pourquoi maintenant? La réponse, en fait, elle est inscrite dans la nature même du sujet A. Un profil narcissique ne se nourrit pas de dons inconditionnels. Au contraire, ça l'ennuie. Ce qui l'alimente, c'est la tension, la menace de la perte, le jeu de la séduction, l'admiration. En se transformant en source d'amour prévisible et infini, le sujet B est devenu acquis. Il n'y a plus de défi, plus aucune énergie à pomper. Et cette phrase, elle résume tout à la perfection. Le système s'effondre par manque de gradient énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation ne meurt pas à cause des conflits ou des disputes. Non, elle meurt parce qu'il n'y a plus de différence de potentiel, plus de tension. En voulant tout donner, tout apaiser, le sujet B a, sans le vouloir, coupé le courant qui alimentait le sujet A. Alors quelle est la vraie raison de la fin, au bout du compte? C'est notre dernière partie. La conclusion, elle est terriblement paradoxale. La rupture ne vient pas du conflit, mais au contraire de la disparition complète de la tension. C'est la manœuvre de sauvetage du sujet B qui, en fait, a condamné la relation. En éliminant toute tension par son sacrifice, il a tout simplement tué l'énergie même qui faisait tenir le système. La rupture, dans ce cas, ce n'est même pas un échec, c'est juste la conséquence logique d'un moteur qui est tombé en panne sèche. Alors bien sûr, ce modèle énergétique explique de manière assez bluffante cette dynamique précise entre un profil narcissique et un profil dépendant. Mais ça ouvre une question bien plus large, non? Et si cette dynamique n'était qu'une facette d'un modèle beaucoup plus vaste des relations humaines? Et si toutes nos relations, amoureuses, amicales, familiales, obéissaient finalement à ces mêmes lois énergétiques, à ces mêmes jeux de tension, de réciprocité et de dons? C'est une idée qui, c'est certain, donne à réfléchir.